Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision. Nous sommes, comme vous le savez, le jeudi 29 août 2019 et nous sommes le 4e jour de la semaine. Et comme au début de la semaine, on vous l'a dit, nous lirons cette semaine ces missives adressées aux délégués du gouvernement de la communauté urbaine de Douala par Paul Mahel. Aujourd'hui, nous nous intéressons au chapitre 4. Cher Dr Friss, j'espère vivement que tu ne prends pas mes lettres-ci pour de l'acharnement contre ta personne. Parce que depuis que je t'écris, les gens me demandent si on a versé l'eau quelque part, je t'ai vu. Moi, je leur dis qu'il n'y a rien de personnel dans cette affaire. Je suis simplement un citoyen qui voit la cité dans laquelle il a grandi aller chaque jour en décrépitude et qui refuse de continuer à regarder sans rien dire. C'est vous-même, les gens d'en haut, qui dites souvent que chacun à son niveau doit faire quelque chose pour que les choses changent. Moi, voilà alors mon niveau. Donc, je n'y vois rien de personnel. Dr Friss, les gens ont dit que je veux seulement gâter ton nom, que je regarde seulement ce qui est mauvais. Hier soir, donc j'ai voulu aller chercher ce qui est bien. J'ai démarré ma petite brouette et j'ai commencé à rouler. En passant, tu sais que les feux qui sont à Ancien Dali ne fonctionnent pas depuis une semaine. Bon, c'est juste une parenthèse. J'ai donc roulé pendant longtemps cherchant ce qui est bien dans la ville de Douala. J'allais déjà me fatiguer quand je suis arrivé au carrefour marché des fleurs. Il était un peu plus de 19 h et il y avait l'éclairage partout. J'étais content. J'ai donc décidé d'aller vers l'aéroport. Dès que j'ai traversé la station Tradex, les poteaux électriques sont devenus la déco, le noir total. On ne retrouve un peu d'éclairage que au niveau du tunnel qui est éclairé d'un seul côté et puis plus rien jusqu'à l'entrée de Bonadioto, environ 2 à 3 kilomètres après l'aéroport. Juppé, je me suis dit que si ton ami Alain Juppé arrive ici la nuit, tu vas seulement te cacher. Dans l'émission de Boisbouvier, à laquelle je faisais allusion hier, tu as dit que le problème de l'éclairage public, c'est que les bandits volent les ampoules. Si tant il est que c'est vrai, donc ta police municipale sert juste à aller discuter les 500 francs et saboter les voitures des paisibles contribuables. C'est aussi les bandits qui font que tu n'arrives pas à lutter contre le désordre urbain et ça ne date pas d'hier. Dr Friss, je suis sûr que tu as déjà oublié, mais je me souviens que j'ai couvert une de tes descentes sur le terrain il y a 10 ans. C'était exactement le jeudi 13 août 2009. Tu portais des bottes et un manteau vert estampillé communauté urbaine de Douala. Tu avais commencé ta visite par l'esplanade de la poste centrale où il y avait le chantier abandonné de la construction d'une laverie. Tu avais alors demandé que ce chantier soit détruit et cet endroit qui accueille les sans-abri devait être restauré. Pardon, ce n'est pas loin de ton bureau. Fais un tour là-bas. Maintenant, tu verras que rien n'a changé. Ensuite, on est allé à la douche municipale qui venait d'être restaurée. Tu as donné 4 jours aux avances de voyage pour déguerpir et tu dis aux commerçants qui occupaient la chaussée et les trottoirs de toute cette avenue Amadou Ahidjo de partir sur le champ. 10 ans plus tard, qu'en est-il? Et depuis ce temps-là, c'est comme ça que tu fais, tu parles, tu menaces, mais rien ne suit. Dr Friss, il y a 2 ans, en 2017, quand Ahmad a commencé à faire ce qu'il nous a fait finalement, tu as fait une sortie médiatique musclée pour dire que Douala sera prêt pour la CAN. Que les routes, les hôpitaux, les hôtels, que tout serait Nyanga, où sont passés tous les chantiers dont tu parlais. Parce que quand je regarde aujourd'hui, je me rends compte que si on n'avait pas eu le glissement, les gens auraient pu partir de chez eux et arriver au stade quand le match est déjà fini. Mais tout ça ne me surprend pas. On dit que pour faire les grandes choses, il faut d'abord bien faire les petites. Si tu pouvais t'occuper de Douala,
tu t'occuperais d'abord du bâtiment qui abrite tes services à Bonanjo. Ce dernier a essuyé 3 incendies ces 12 dernières années, entre 2007, 2011 et 2015, et se meurt lui aussi comme la ville qu'il représente. Pendant ce temps, la communauté d'arrondissement de Douala 1er, la commune d'arrondissement Douala 1er a un bâtiment flambant neuf, et celui de la commune de Douala 5e sera bientôt achevé. Comme disait le célèbre Jimmy Billon, de regretter mémoire, mon frère, quand tu ne peux pas, tu laisses. Je te souhaite une excellente journée, Dr Fris, et merci pour ta bienveillante attention. Signé Paul Mayel dans sa 4e missive adressée au délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Douala, Dr Fris Tonentone. Madame, Monsieur, à chacun de faire son commentaire sur cette missive et de voir dans quel état est la voirie urbaine dans la ville de Douala. Et donc, Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver. L'émission, c'est le 10-12, le Zénith, comme chaque matin. L'équipe est en place. D'abord, vous, Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. 120 milliards, c'est le chiffre que l'État perd, ou si vous voulez, la somme que l'État perd au niveau du port autonome de Douala, suite à un réseau de factures préétablies. L'affaire remonte aux années 2000. Le tribunal criminel spécial s'est penché sur le sujet et on annonce que beaucoup de têtes vont tomber, les anciens directeurs ou des anciens directeurs aux nouveaux directeurs. 120 milliards perdus à raison de 6 milliards l'an. Bravo. C'est bien. C'est bien. Beaucoup d'argent perdu par le contribuable camerounais. Donc, on voit pourquoi le pays est plongé dans cette décrépitude, puisque des personnes se font des libertés sur l'argent public. Alors, Monsieur Batchou Chalamel, qu'on va retrouver tout à l'heure, lorsqu'il sera 10h35, ce sera sa chronique quotidienne. Cette chronique s'intitule « La colère de Chalamel ». Colère éponyme donc au finish. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Popossi, bonjour aux téléspectateurs. Les populations victimes de cette absence d'électricité à Yaoundé ont commencé à déposer des plaintes. De toutes les façons, le FOCACO est en train de recueillir toutes ces plaintes-là pour les déposer contre Eneo. Voilà, en tout cas, on débattra. Est-ce que c'est Eneo qui est responsable de cela? Est-ce que c'est la Sonatrel? Est-ce que c'est le ministère de l'Énergie? Est-ce que c'est l'État du Cameroun, grosso modo? On verra très bien où se situent les responsabilités lorsque nous viendra le moment de décrypter cette actualité qui fait, comme vous l'avez dit, le buzz sur les réseaux sociaux. Ce sera à 11h06 sur le plateau du 10-12, le Zénith, Madame, Monsieur. Également sur le plateau ce matin, vous, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Foposi-Negou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Peut-être que les populations de Douala devraient aussi formuler des plaintes, mais à l'endroit soit du gouvernement, soit du ministère des Travaux publics. Qui des Chinois ou des Canadiens vont faire les travaux à la pénétrante est de Douala? Un ministre dit qu'on doit lui permettre de faire les travaux, de lancer les marchés de gré à gré. Mais comment lancer les marchés de gré à gré lorsqu'on a des entreprises sur place, on a le travail à faire? Pourquoi ne peut-on pas bien organiser, parce qu'il y a une commission de passation des marchés, on veut s'en approprier seul? Est-ce que son collègue avait attribué les marchés seul? C'est pour ça qu'il voudrait lui aussi. Voilà comment le Cameroun va à volo. Peut-être même qu'il n'y a pas de pilote à bord, M. Foposi-Negou. Je ne comprends rien du tout. Alors, on va dire qu'au ministère délégué à la présidence de la République, en charge des marchés publics, on change les hommes, mais les rapports restent toujours tendus entre ce ministère-là et le ministère des Travaux publics. Monsieur Talba Mala, Monsieur Ibrahim Talba Mala a remplacé Abassadou, mais on sent qu'il y a toujours des dissensions donc entre ces deux ministères, alors qu'on parle de cohésion gouvernementale. Voilà. On parle d'équipes de football qui doivent être rivées
vers le même objectif, donc défendre ensemble et attaquer ensemble. Malheureusement, nous avons quelques-uns qui souhaitent plutôt marquer contre leur camp. Maintenant, allez savoir qui. Mesdames, Messieurs, on va démarrer le programme de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour, racontée pour nous par Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Marielle. Marielle a 30 ans et depuis 3 ans qu'elle est mariée, c'est un peu dur dans son foyer. Il y a 1 an, je veux dire, elle est mariée depuis 3 ans. 2 ans après son mariage, elle a contracté une grossesse qui, durant les premiers mois de la grossesse, se sont avérés être un peu compliqués et difficiles pour elle. Donc, pendant le premier trimestre, dont son mari a entrepris de l'aider dans les charges à la maison, c'est-à-dire il l'aidait à faire la lessive et parfois il faisait la cuisine. Ce jour-là, alors que son mari était en train de lui faire un plat, sa mère, la mère du monsieur, est arrivée à l'improviste parce qu'elle venait rendre visite à sa belle-fille. Arrivée, elle trouve dans son fils en train de faire la cuisine. La maman est montée dans les tours parce qu'elle ne comprenait pas par quelle alchimie son fils, qui a une femme, se retrouve à faire la cuisine. Donc, elle a exprimé son mécontentement. Toutes les tentatives d'explication ont été vaines parce qu'elle a dit qu'il était hors de question que son fils à elle se retrouve en train de cuisiner. Donc, par conséquent, elle a décidé de rentrer chez elle puisqu'elle vit à Yaoundé. Elle est repartie à l'instant même. Dès lors qu'elle est repartie, elle a commencé à venir tous les mois parce qu'elle a décidé que comme c'est comme ça, comme tu es une femme qui ne peut pas te faire à manger, désormais je viendrai au moins 4 jours par mois pour te faire à manger. Lorsque Marielle fait par exemple la sauce d'arachide, sa belle-mère prend également une autre marmite et fait aussi la sauce d'arachide. Lorsque son fils rentre du travail, elle déchausse son fils, elle va garder le sac, elle lui ramène les bas à bouche. En tout cas, elle joue le rôle de la femme à la maison. L'enfant est né, Marielle s'est dit que non, ça devait changer avec le temps, mais rien. L'enfant qui est né aujourd'hui, qui a sensiblement 5 mois, 5 à 4 mois, ne bénéficie pas de la même attention que son père, parce que la grand-mère ne s'occupe même pas de l'enfant, elle ne gère que son fils. Aujourd'hui, Marielle se demande où est-ce qu'elle a fauté. Elle aimerait comprendre comment faire pour venir à bout de cette situation, ou bien sa belle-mère est en train de lui montrer visiblement qu'elle n'est pas la femme de son fils et qu'elle doit partir de là. Et qu'elle aussi s'occupe de son fils. À chacun son fils. Voilà, chacun son fils. À chacune son fils. Voilà. Non, mais c'est quand même gênant et on peut se mettre à la place de Marielle ce matin et de voir que la mission qui est censée être la vôtre est exercée, exécutée par quelqu'un d'autre. Hein, et pour le coup, c'est votre belle-mère. Il me semble que parfois, Boro Bengan sur ce plateau se fait le chantre d'un rappel qu'il fait parfois en insistant beaucoup, c'est de dire que on a désormais dans ce pays une nouvelle bataille ou bien un front de guerre qui s'est ouvert entre les belles-filles et les belles-mères. D'ailleurs, il y a une chanson et Boro Bengan encore sous son contrôle. Je le rappelle, je m'en fous des belles-mères. Hein. C'est une chanson qui semble être populaire au Cameroun, même si je ne l'ai jamais moi-même écoutée jusqu'à la fin. Mais c'est intéressant de relever cette partie-là pour bien comprendre que dans l'état d'esprit de beaucoup de jeunes femmes, de beaucoup de jeunes filles, elles voient en leur belle-mère une ennemie, une rivale, une adversaire. Et ça plombe généralement les rapports. On peut comprendre que les belles-mères soient sincères, soient tout le temps là et qu'elles aient, comme toujours, hein, un amour démesuré pour leur fils et qu'elles soient toujours là. Il y a quand même dans cette histoire, j'ai envie d'avoir le sentiment ou l'assentiment ou bien le point de vue, le regard de ce monsieur dans tout ça. Est-ce qu'il s'y plaît? S'il s'y plaît, d'ailleurs, on voit très bien qu'il s'y plaît d'ailleurs. Donc, c'est un fils à maman, il aime bien ça. Donc, il y a beaucoup de choses à relever. Oui, pourquoi vous souriez, Dominique Audrey? C'est bien sûr qu'il existe tous les des hommes fils sont à des maman. Fils, tous. Non, vous Ils savez, sont non, tous. à des degrés différents quand même. Hein. Ah, peut-être. Il y a des degrés, parce qu'il y a quand même des hommes qui n'arrivent pas à couper le cordon ombilical, hein, définitivement. Ça veut dire que, pas qu'il faille couper le cordon, mais il y a quand même des hommes qui sont dans, on va dire, une forme de dépendance à vie hein, vis-à-vis de leur mère, même quand ils savent que
on s'est marié, on doit désormais évidemment respecter la parole biblique, dont l'homme quittera son père et sa mère, vous connaissez la suite, donc c'est une parole biblique, même si je peux me reprendre là-dessus. Donc il y a ça, il y a de ça, mais ce que je dis, c'est qu'il y a des hommes qui exagèrent. Il y a des hommes qui exagèrent, il y a des hommes qui font le compte rendu de toute leur vie à leur mère. Oui, ça existe. Des hommes qui font ça, des hommes qui n'ont jamais réussi à apprécier à leur juste valeur les repas de leurs épouses, parce qu'ils ont toujours la nostalgie des repas de maman. Donc il y a ces paramètres-là. Je ne dis pas aux hommes de ne pas aimer leur mère, mais il faut quand même faire la diplomatie, il faut être diplomate, savoir qu'on s'est marié et que désormais on a face à soi une femme avec qui on veut faire sa vie. Alors bon, Benga, je commence par vous. Qu'est-ce que vous relevez ce matin? D'abord, le problème de ce matin, on l'a connu dans les années 50 et 60 dans nos pays, notamment avec quand certains de nos fils allaient épouser des femmes blanches. Quand on venait ici, la maman, vous voyez comment son fils venait, il avait même les amis de l'enfant, de trouver en train de laver la vaisselle. Il trouvait quelquefois, madame rentre, il travaille, elle dehors, c'est son fils qui va à la cuisine. Il me dit que ça, mon fils, on l'a vendu. Non. De manière plus sérieuse, parce que les filles d'aujourd'hui ne disent pas que ça commence aujourd'hui. Non, il est que, et nous l'avons dit ici, premièrement, lorsqu'une fille va en mariage, sa propre maman qui ne l'accompagne pas, donc c'est les femmes de sa famille qui l'accompagnent, avec tout le nécessaire, la vaisselle et tout ce que cela comporte. On vous amène dans une famille, on vous accompagne dans une famille, et votre belle-mère vous reçoit. Parce qu'en principe, c'est elle qui va vous léguer sa cuisine. C'est la cuisine de la belle-mère que vous héritez. Donc, vous avez l'obligation de l'entretenir jusqu'à ce que vous l'enterrez. Tout comme votre mari va s'occuper de votre maman et de votre papa. Même s'ils sont morts, il y en a, ils ont tous les représentants. Donc, c'est comme ça la bénédiction. Mais il arrivait donc quoi? Il arrivait que, notamment, les familles sont d'obédience clanique différente. Par exemple, si c'est un gars bamléké qui épouse une fille bassa ou Betty, vous venez, c'est bien la maman du garçon, de votre mari, qui vous apprend à faire le nkui, le souri, le mbongo ici, tout ça. Ça se comprend. C'est comme ça que c'est organisé. Non. Maintenant, la situation où maman qui vient parce que offusquée, il voit son fils en train de laver les assiettes. Attendez, maman ne peut pas être contente. Moi, là, pour ce coup, j'ai dit oui. Vous ne devez, même si vous lavez vos assiettes quand vous êtes à deux, quand maman arrive ou papa, vraiment, ne le faites pas. Faites semblant. Ne le faites pas. Oui, même votre femme doit savoir que là, comme maman est arrivée là, cette semaine ici, pendant le temps qu'elle est là, je ne lave pas les assiettes. Je ne réchauffe pas la nourriture. Donc, doit aussi la femme. Parce ça veut dire qu'il a peur de sa mère. Non, notre logiciel, c'est ça. Peut-être le logiciel d'aujourd'hui voudrait que la femme peut même fendre le bois. Non. Parce que de la même manière, si maman trouve sa belle-fille en train de fendre le bois, va se retourner vers son fils. Mais attends, tu veux tuer ma fille? Ou bien en train d'aller acheter le gaz. Va jeter le gaz. Voilà. Merci, monsieur Foupoussi. Oui, même ça. Bien merci. Sûr. Parce que les femmes... Absolument. C'est l'homme qui cherche le feu. C'est l'homme qui avait le bois à la maison. Effectivement. Je veux juste faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai. Et toutes les femmes, les jeunes femmes qui nous regardent maintenant vont me dire oui. Et parce que j'ai écouté ce qu'elles vous disent. Toutes les femmes célibataires qui travaillent, elles sont indépendantes, se rendent compte qu'elles sont célibataires lorsque le gaz finit à la maison. C'est là qu'elles prennent conscience que le célibat, c'est un problème. Parce qu'elles cherchent le petit gars du quartier qui va venir qui va venir dévisser. Vous savez comment c'est aussi difficile de dévisser la bouteille de gaz et porter, aller prendre la bouteille, remplir, revenir, refixer encore. Donc c'est terrible quand même. Merci beaucoup pour voilà, ça. Oui. Donc voilà, il y a certaines pratiques qui sont culturelles. Il faut les intégrer. Quand vous voulez que vos parents intègrent, c'est encore le parlementarisme. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas surprendre le parent en train de le faire. Quand vous savez que vous le faites, sachez déjà que papa ou maman n'aimeront pas ça. Donc même vous la fille, votre propre maman ne peut pas vous accepter que vous viens là. Votre mari
est en train de laver vos habits et tout, voilà, non. Jusqu'au sous-vêtement. Jusqu'au sous-vêtement, il ne l'admettra pas. Arrêtons. Mais ici, il faudrait dire que la maman a quand même exagéré. Vous ne pouvez pas, vous pouvez vous fâcher, vous la maman, et faire des réprobations à votre fils, en disant, mais non, mais ma fille, si tu ne sais pas faire tel, mais il fallait me dire, voilà comment ça se passe. Mais ça se fait là-bas, dans la cuisine, entre vous deux. Peut-être que son mère a dit, non, maman, j'ai préparé parce que ma femme ne sait pas, voilà. Mais tu dis, bon, d'accord, j'ai compris. Ça se discute à deux. Tu dis, ma fille, viens dans la cuisine. Il fallait me dire que le ndomba que tu veux faire là, vraiment le bongo, c'est comme ça que, voilà, le pied que tu veux, voilà. Mais tu ne viens pas t'approprier. Là, c'est une faute. C'est une faute grave. Et qui risque de disloquer le couple. Ça ne se fait pas. Vous ne venez pas. C'est votre belle-fille qui vous remplace. Ce n'est pas vous qui remplacez votre belle-fille. Très bien. C'est pas bien. Dominique Audrey, votre sentence sur l'histoire de ce matin? Moi, je suis contre la femme qui se plaint aujourd'hui. Parce qu'il faudrait que les femmes qui sont des épouses en devenir intègrent que votre belle-mère n'aura pas tort. Votre belle-mère n'aura jamais tort. C'est vous qui venez en mariage, donc vous devez de vous plier. Votre belle-mère s'est fâchée, ok, elle est rentrée. Mais comment est-ce que vous vous êtes comporté? Est-ce que vous l'avez appelée pour lui dire que, ouais, Ma, tu sais que les 3 premiers mois de grossesse, c'est comme ça. Peut-être j'ai eu une menace d'avortement. C'est pour ça que papy m'a aidé. Ouais, Ma, s'il te plaît, ne te fâche pas. Tu sais que tu es ma mère, non? Je vais faire comment si toi, tu te fâches contre moi? Je crois que si Marielle avait eu adopter cette posture-là, même si elle allait continuer, même si elle n'était pas d'accord, elle aurait dû faire preuve un peu d'humilité et on n'en serait pas arrivé là. Bon, maintenant, la belle-mère qui vient préparer à la maison, ça veut dire que son fils lui donne également la ration que, ok, Ma, tu restes, hein, voilà ton argent. Et est-ce que c'est normal? Parce que c'est lui, il est le chef de famille dans cette maison-là, donc il se doit d'avoir une certaine autorité, même si vous allez dire que la mère reste la mère est tout ce que vous voulez là. Mais il fallait qu'il arbitre normalement le problème. Mais je dis que Marielle peut encore sauver les choses en allant se rabaisser devant sa belle-mère. Parce qu'après tout, c'est votre mère. La belle-mère, c'est votre mère. Oui, voilà. En tout cas, si on prend la logique, hein, de ce que dit Mauro Bengan ce matin, sur le fait que vous devez hériter de sa propre cuisine à elle. C'est un symbole fort. C'est un symbole très fort et ça, il faut respecter les symboles. En tout cas, nous, sur ce plateau, nous avons beaucoup de respect pour les symboles. Alors, Monsieur Bachou Chalamel, qu'est-ce que vous dites ce matin? Monsieur Eric Fopoussi, nous avons de très mauvaises femmes. Très mauvaise femme. Très mauvaise femme. Je préfère. Vous savez quoi, Chalamel? Non, monsieur. Je ne sais pas, je vous fais un aveu ce matin. Chaque fois que vous prenez la parole, j'ai toujours envie de rire. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Monsieur Eric Fopoussi. Mais attends, les très mauvaises femmes là, d'accord. Monsieur Eric Fopoussi. Il y a ce qu'on appelle un temps de probation avant le mariage. D'accord. La fille a le devoir de présenter son fiancé à la famille et la fille a l'obligation de passer des nuits avec les petites tantes, les moyennes tantes et les grandes tantes de son mari, les grandes mamans de son mari. Voilà. C'est pendant cette période qu'on lui dit, faut Fouchi que tu vois là, il mange beaucoup. Faut Fouchi que tu vois là. Ah, il est capricieux. Là où tu parles, sache qu'il est capricieux. Il a le couscous cuit. C'est là où on prépare. Je confirme aujourd'hui que vous êtes un excellent traditionnaliste. Ouais, parce que la prononciation de mon nom, vous l'avez prononcé comme au village. Comme dans la mi-fi. Voilà. Vous savez, dans la mi-fi, c'est faux pouchi. Voilà. Maintenant, quand on monte vers le haut plateau de Kunki, c'est faux poussi. Donc c'est une bonne différence. Merci. Monsieur il faut pousser. Voilà là où la fille était préparée. Oui. On lui disait, comme tu vois là, c'est un gars qui regarde mais il ne parle pas. Mais méfie-toi quand il ne parle pas. On préparait la fille. C'est là où la fille apprenait à connaître sa belle-mère.
J'ai une belle-mère qui n'aime pas voir le papier. Parce que chaque fois qu'elle voit le papier, elle me dit, tu n'as pas vu le papier là? Tu veux quel genre de femme? Tu vas aller vivre avec mon fils. Attention, ramasse le papier. À partir de là, elle sait que si la belle-mère s'y arrive chez moi et qu'il y a un papier qui traîne, j'aurai X, j'aurai Y. Nous avons donc de très mauvaises femmes parce que nos mamans découvrent nos femmes le jour du mariage. Maman, voici la fille que j'ai choisi épouser. Tu dis à la fille, viens un peu rester chez ma mère. Qui, moi? Pardon, je préfère rester chez toi. Je ne veux pas faire quoi chez ta mère, pourquoi? C'est ta mère, c'est ta mère qui veut vivre. Voilà les filles que nous avons aujourd'hui. Des filles qui se coupent de leur belle-mère. Et la conséquence, c'est celle que vous avez vue. Une belle-mère qui va chez son fils, M. Rifopoussi. La première chose lorsqu'elle s'assoit, elle fouille les toiles d'araignée. C'est la seule chose que les filles. Vous entrez dans une maison, M. Rifopoussi. Si la fille la travaille, la femme la travaille chez elle, lancez les yeux au mur. Vous allez apercevoir les toiles d'araignée sur les ampoules. N'allez pas loin. Au coin des armoires, au coin des ampoules, des ampoules. Observez, vous allez trouver. Et lorsque vous trouvez là, sachez que c'est une femme qui regarde la télé. Ce n'est pas une bonne femme. Après le salon, M. Rifopoussi, allez à la douche. Je vous donne l'ordre, comment les belles-mères fonctionnent. Elle va à la douche. S'il te plaît, je vais faire pipi. Elle entre à la douche, elle regarde l'état du pot. Elle regarde. Elle sait que cette fille, c'est une paresseuse. Elle va attendre son fils. Elle va plus à la cuisine parce qu'elle sait déjà. La première zone qu'on visite, c'est le salon et la douche. La cuisine, un étranger peut arriver, non pas. C'est les deux endroits. Quand elle va dire, mon fils, ta femme là, est-ce que tu es sûr? C'est des questions que les mamans, lorsqu'une maman vous pose cette question, elle a pris la peine. Elle peut ne pas tout vous dire, mais elle a pris de la peine. Là on sait déjà que la fille a loupé. Deuxième point, M. Rifopoussi. La grossesse n'est pas une maladie. Nous avons des femmes qui adorent l'hôpital conventionnel. Pour la grossesse, il y a l'avant, le pendant et l'après. Je le dis à toutes les femmes. Avant de concevoir, il y a des traitements que les femmes suivent. Les mamans connaissent ça. On met l'âge 2-3 heures, on fait dire à la fille, nettoie-toi. Prends ça pendant 1-2 mois. La preuve, certaines femmes qui ont des difficultés de conception, lorsqu'elles se rapprochent de leur belle-mère, on conçoit ces petits produits, ces potions. Oui. Elles consomment, M. Rifopoussi, le mois qui suit. Si elle ne prend pas, c'est qu'il y a un problème, demande d'aller à l'hôpital. Est-ce que cette fille a suivi cela? Est-ce que cette fille a suivi ce traitement? Est-ce que dans les premières heures de la grossesse, lorsque la femme est enceinte, de manière traditionnelle, M. Rifopoussi, il y a des types de traitements de nettoyage. Elle a une façon de nettoyer le vagin, elle a une façon de consommer, il y a des produits qu'elle doit consommer les 3 premiers mois, et il y a ce qu'elle ne doit pas. Il y a tout ce qui est épicé. On refuse à la femme, traditionnellement, le premier mois de la grossesse, elle ne doit pas consommer si. Or, celles qui vont à l'hôpital, c'est là où on dit à 3 h du matin, je veux quelque chose qui est glacé ou un piment qui sort de l'enfer. Va me chercher le piment qui sort de l'enfer. Elle est prête à vous envoyer à Tigaza, M. Rifopoussi. Or, à cette période-là, on évite que la femme touche un certain nombre de choses. Voilà, il y a cette rupture. Et c'est important aussi, je prends l'occasion pour faire une petite précision. Pour les jeunes femmes qui nous écoutent, ce que je veux dire là est très important parce qu'on se rend compte que l'impact est fort. Quand une femme est enceinte, elle ne mange pas le tendon. Parce que les femmes souvent, les femmes souvent ont des envies terribles. C'est l'enfant qui demande. Non, les brochettes de tendons, on ne mange pas ça quand on est enceinte. Les conséquences sont graves. Pour les enfants, souvent, le nombril ne tombe pas. À cause de ça. Oui, c'est le tendon qui fait que le nombril de l'enfant ne tombe pas. Non, vous voyez, les femmes doivent le savoir. Vous voyez jusqu'où on va, M. Rifopoussi. La troisième chose, et c'est celle par laquelle je vais terminer, vous avez l'éducation. Chaque maman sait comment elle a éduqué son fils. Il est strictement interdit au garçon d'aller dans la cuisine chez la maman. Voilà une maman qui sait qu'elle a interdit à son fils d'entrer à la cuisine. Voilà une maman qui sait qu'elle a donné une rigidité en termes d'éducation à son fils. Et elle arrive à se rendre compte que son fils a bafoué. Lorsque la mère constate que le fils a bafoué, ce n'est pas la femme qui a la conséquence, M. Rifopoussi. C'est elle, la mère, qui dit, mais j'ai fauté haut. C'est la raison pour laquelle elle dit, il faut que je revienne faire la cuisson à cet enfant. C'est moi la femme. C'est plus à son fils pour dire, attention, je pensais que je t'avais donné une sérieuse éducation. Il faut que je revienne, quitte à ce que le fils dise à sa mère, maman, j'ai compris. Désormais, ce n'est pas la femme de se rabaisser, non. C'est le fils de dire à la mère, maman, j'ai fauté, je comprends, je n'entrerai plus à la cuisine. Je connais où est ma place d'homme. Merci maman de m'avoir donné cette éducation. Et puis les femmes doivent faire la part des choses. Un enfant qui a grandi au salon est différent d'un enfant qui a grandi à la cuisine. Si cet enfant
a grandi dans la cuisine, c'est-à-dire grandi uniquement avec sa mère, il va vivre avec des frustrations, il va vivre avec des a priori. On a dit que c'est menti, il va se méfier. On a dit qu'il aura beaucoup plus cet enclin. Mais un enfant qui a grandi avec l'instruction de son père est excessivement différent. Il est imperméable, voilà. On a dit. Voilà. Ça se comprend. Chalamel. Alors, Karine Sontia, quel est votre développement? Je commence d'abord par dire que cet homme, c'est un homme approximatif. Ça veut dire quoi, approximatif? Il est approximatif. Il ne règle pas les problèmes quand il commence, il règle la fin des problèmes. Alors, non, je parle du principe que approximatif, approximatif, c'est le contraire de définitif. De définitif. Parce qu'il ne prend pas de décision. Il ne prend pas de décision. Il laisse toutes les choses lui arriver et il ne provoque rien. Donc, il n'est pas complet. Lui, Monsieur Mbachou, quand vous parlez, je ne vous ai pas coupé. Cet homme laisse tout lui arriver. L'histoire commence comment? Il s'est marié, ça fait 3 ans. Sa femme est enceinte. Il prend sur lui d'entrer à la cuisine. Dans d'autres familles, on demande à la femme si on peut prendre un enfant pour t'aider. Je dis dans d'autres familles. Cet homme ne l'a pas fait. Sa maman arrive, peut-être qu'elle n'a même pas appelé, elle arrive, elle surprend son fils à la cuisine. Au lieu que c'est lui qui explique à maman ce qui se passe, sa femme qui commence à dire « Belle-mère, pardon, voilà ce qui s'est passé, voilà les choses. » Et elle décide de commencer à faire la cuisine pour lui. Sa femme prépare, sa mère prépare. Il est polygame, sa mère c'est sa femme. Sa femme c'est sa femme. Au final, quand il passe la nuit avec qui? La personne qui porte son bébé c'est qui? C'est sa mère ou c'est sa femme? Par rapport à l'histoire du jour, il y a un fait qu'il ne faut pas éluder. On a des enfants qui vivent parfois très loin de nous. Bon, si cette maman vivait au Cameroun ou elle va à Yaoundé, son fils vivait même à Maroua ou à l'extrême nord avec sa femme et qu'il faisait la cuisine, elle devait faire comment pour aller là-bas chaque fois? Parce qu'il y a des choses qu'on fait et on n'arrive même pas à prendre le poids de ce qu'on est en train de faire. L'amour qu'elle donne à son fils, elle va donner combien à son petit-fils? Parce que les belles-mères, généralement, quand elles commencent à voir les petits-enfants, elles s'attachent plus à leurs petits-enfants qu'à leurs fils, finalement. Aujourd'hui, on a affaire à une grand-mère qui néglige son petit-fils. Son travail, c'est quoi à Douala? On est devenu laver l'enfant que sa belle-fille a accouché parce que c'est ce qui se fait, c'est ce qu'elle doit, elle est censée venir faire. Elle se met à faire la cuisine pour son fils, à le déchausser, à faire ci, à faire ça. À quel moment elle est la mère de la femme de son fils? À quel moment elle s'assoit pour dire, ma fille, j'ai constaté que il faut que tu fasses comme ça. Mais c'est pas possible. Quand on oublie ces affaires de penser que, oh, j'ai éduqué mon fils qu'on n'entre pas à la cuisine, j'ai éduqué mon fils qu'on ne fait pas ci. L'enfant là qui est arrivé chez toi, que tu as pris comme ta fille, tu lui dis quoi? Tu lui dis quoi? Qu'est-ce qu'elle lui dit à cette fille? Au lieu d'entrer à la cuisine, qu'est-ce qu'elle lui dit? Il ne faut pas qu'on... Le silence est la première chose qui tue dans toutes les familles. Il faut parler. Laisser les gens s'exprimer. Quand elle arrive, la première des choses, ma fille, tu as eu un problème. Pourquoi ton fils est à la cuisine? Maman, c'est parce que. Pourquoi tu ne m'as même pas dit depuis que tu te sens mal, je t'envoyais quelqu'un t'aider? On clôt le sujet et ça finit là. Donc pour vous, c'est totalement la faute de cette maman. C'est vraiment de sa faute. Pourquoi? Parce que, j'ai dit, chaque famille a son code. Chaque couple a son code. Peut-être dans ce couple-là, la femme le faisait normalement et qu'au moment donné, elle a eu des malaises. Oui, elle n'a pas pris les médicaments, elle n'a pas fait les purges, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas vu la belle-mère pour ça. Mais le fait est que, pendant ses débuts de grossesse, elle souffrait. Et c'est parce que son mari a vu la souffrance qu'il a décidé d'entrer dans la cuisine. C'est pas qu'elle a dit, chérie, il faut commencer aussi à faire la cuisine parce que je suis enceinte, c'est aussi ton enfant. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu sa femme souffrir. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu sa femme souffrir. Ça se passe souvent comme ça? Non, il y a des couples comme ça. Vraiment, il y a des couples comme ça. Que la femme te dit, non, vraiment, c'est aussi ton enfant, il faut que tu travailles. C'est pas ce qui s'est passé. Donc, et je vous assure, elle a une très bonne belle-fille. Une très bonne belle-fille. Qui, depuis qu'elle fait ces choses, que je cuisine ma part, tu cuisines sa part, elle n'a jamais haussé le ton. Elle n'a jamais fait de bruit. Ok, alors Chalamel, c'est une exception. Hein. Juste oui, monsieur, il faut réagir une précision. Premièrement, il faut dire que ce n'est pas la mère dans ce dialogue. Non.
C'est la fille, parce qu'elle est la fille de la mère, premier point. Deuxième point, elle, la fille, a laissé pourrir la situation parce que ça fait 3 ans qu'elle est mariée et c'est depuis 2 ans que la situation se vit. Oui. Ça suppose que si elle a eu à accoucher et que la maman n'est pas venue, est-ce que la maman a été informée par la voie normale que la fille a donné vie? Est-ce que c'est le fils qui va appeler la mère pour dire papa, maman, comme tu vois, je viens d'accoucher? C'est le fils qui va appeler sa mère. Non, c'est la femme qui elle a tous les jours. Elle connaît quand tu vas accoucher. Un garçon ne se met jamais au travers de sa mère et de sa femme, monsieur Nicopoussi. Il y a des personnes dans la famille qui peuvent régler ce type de cas. Jamais l'homme ne doit se mettre parce qu'il aura un choix à faire. S'il penche pour sa mère, il va avoir sa femme sur le dos. Il penche pour sa femme, il aura sa mère au dos. Donc il y a des moments, il y a des personnes qui sont aptes dans les familles à régler ce type de conflit. D'accord. Voilà, on va s'arrêter là pour l'histoire du jour, tel que promis. 10h35, on est pile à l'heure. Voici la colère de Charlemagne. Je m'interroge ce jour sur la question de l'entretien, mieux de la maintenance des résidences présidentielles dans ce pays. Quelle est l'identité? Au mieux, a-t-on changé l'organe qui s'occupe de la maintenance ou de l'entretien des résidences secondaires du chef de l'État? Point d'interrogation. À quoi aura servi les multiples missions de contrôle général menées dans les résidences présidentielles il n'y a pas longtemps? Quel est même le rôle des responsables de l'intendance de cette République? Qui gère les résidences du chef de l'État dans les principales villes du pays, notamment les 10 principales résidences du chef de l'État? Peut-on inventorier à ce jour le patrimoine présidentiel de ce pays? Comment comprendre que l'ensemble des palais secondaires de ce pays soit dans l'abandon total? Comment comprendre que des lignes budgétaires liées à l'entretien soient affectées chaque année dans le budget, que rien ne soit fait sur le terrain? Environ 100 millions de francs CFA, nous dit-on, sont décaissés par an pour chacune des résidences, mieux pour l'entretien des palais présidentiels, soit une rondelette somme d'1 milliard de francs CFA, pour être précis. Comment comprendre que depuis des années, aucun député n'ait jamais pensé lors des questions orales poser cette question aux différents ministres des Finances, et j'en passe? Comment comprendre qu'alors que ces villas, ces palais, ces pavillons sont à l'abandon et envahis par les herbes, les lignes budgétaires affectées à ces fins sont entièrement consommées d'année en année dans l'opacité la plus totale? Savez-vous que la résidence des hôtes, située à quelques encablures du mont Fébé, est dans un état piteux du fait qu'elle n'a pas été entretenue depuis plusieurs années? Savez-vous que tout le pourtour du mur d'enceinte est envahi par de hautes herbes, avec la cour intérieure qui est considérablement recouverte de feuilles d'arbres caduques qui la parsèment et les murs profondément défraîchis par les intempéries? Savez-vous que la résidence de souveraineté de Garoua, dans le nord, est littéralement tombée en désuétude depuis plusieurs années? Savez-vous que celle du pavillon présidentiel de Maroua, dans l'extrême nord, pourtant réaménagée il y a moins d'1 an, en prévision de la visite de Paul Biya dans la ville, à l'occasion de la campagne présidentielle d'octobre 2018, est elle aussi retombée dans les paumes? Permettez-moi de parler trivialement. Savez-vous qu'en Gaoundéré, dans la région de la Damawa, le prédécesseur de Paul Biya avait construit un domaine de 5 palais, inauguré en 1974, dans une résidence principale réservée au président de la République? Bien que gardés par des éléments de l'armée, ils sont dans un état piteux depuis plusieurs années. Ces habitations sont dans la désuétude totale. La cour de la résidence présidentielle est couverte d'herbes qu'on n'a pas coupées depuis des lustres, les unes plus grandes que les autres, tutoient même les manguiers qui essaiment de part et d'autre. La villa, elle, vit des murs lézardés, revêtit néanmoins encore une couleur blanche semblant même d'un blanc
qui tend vers le berge. Plusieurs vitres, les portes et fenêtres ont été volées. Par qui allait savoir? Si la toiture, elle semble encore tenir quelques tôles, sont sur le point de s'envoler. Grâce aux portes ouvertes, le visiteur s'aperçoit vite que le duplex est tombé et comme donné en pâture. Oui, là nous sommes dans la Damawa. Fait marquant, de retour d'un voyage à Abuja au Nigeria en octobre 2012, le chef de l'État dont l'avion avait atterri en début de soirée dans la capitale économique avait surpris tout le monde en poursuivant son voyage. Par où tout simplement parce qu'on lui avait dit que la résidence de Bonanjo ne pouvait l'accueillir, du fait qu'il y avait de la moisissure partout, que le mobilier avait disparu et qu'il y avait des fissures au sol et sur les murs. Savez-vous que le palais de Bamenda, dans le nord-ouest, qui a pourtant été réhabilité à la faveur du cinquantenaire des armées en 2010, est absolument méconnaissable 9 ans après? Savez-vous que la belle villa de rêve, construite au bord de la mer par Amadou Ahidjo, se retrouve dans un état très sécurisé, mais mal entretenu là-bas à Kribi? Savez-vous que dans la région du centre, plus précisément au niveau des chutes de Natigal, sur le fleuve Sanaga, à Batienga dans la Lequier, la résidence de l'ancien chef de l'État, où il reçut son homologue français, Georges Pompidou, en visite au Cameroun en 1971, est envahi par des bosquets dignes de films tragiques. Savez-vous que la résidence secondaire de Bolova, qui avait été entièrement reconstruite à près d'1 milliard de francs CFA en 2010, peu avant la tenue du comice agro-pastoral, organisé depuis 2011 dans le chef-lieu de la région du Sud, a fait l'objet par la suite d'un pillage qui n'a jamais véritablement été élucidé. On a constaté la disparition là-bas à Bolova de 18 écrans plasma, des tapis, de la lingerie, de la literie et plusieurs autres objets de valeur du palais présidentiel. Laisser ce symbole dans cet état qui frise l'abandon, c'est être contre le développement du Cameroun, si et seulement si on continue de ponctionner le budget pour une maintenance fantomatique. Voilà, on va dire que cette question est très forte lorsqu'on voit les images, lorsqu'on regarde les images projetées lorsque vous déclamiez votre colère Charles Hamel. On a le souffle coupé. On dira que nous allons toujours chercher des exemples à l'étranger. Il faut bien voir comment là-bas ça se fait. Les résidences secondaires ou les résidences de villégiature pour d'autres sont entretenues. Quand on voit un tout petit peu où a passé ses vacances le président français Emmanuel Macron tout récemment au fort de Brégançon, c'est une résidence de villégiature de la présidence de la République française et on voit bien comment là-bas tout est bien entretenu. Aux États-Unis par exemple, il y a Camp David, que vous connaissez très bien, où les présidents américains vont également souvent passer du temps, même parfois des sommets sont organisés au Camp David aux États-Unis et donc il accueille ses homologues à Camp David pour les sommets du G7, G8, G20, sans qu'il y ait, on va le dire, un déphasage entre la Maison Blanche principale et ce Camp David-là. Mais au Cameroun, dites-nous, s'il fallait que le président reçoive un président dans une résidence présidentielle de région, par exemple Bafoussam ou bien Douala, je ne sais pas où, comment il ferait? Parce que lorsqu'on voit les images, là on se pose la question, comment les gens font pour entretenir tout ça? Donc il y a là clairement matière à être en colère et vous avez raison, Charles Hamel, d'être en colère sur cette question prégnante ce matin. Alors, Bengan, quelle est votre analyse? Donc, je pense que la première chose à dire, c'est que l'entretien des palais présidentiels n'est pas du ressort des ministres du gouvernement. C'est du ressort de la présidence de la République. Et lorsqu'on vote le budget de la présidence de la République à l'Assemblée nationale, 3 lignes encadrent ce budget. Il y a comme premier point, formulation et coordination de l'action présidentielle. Le deuxième point, protection présidentielle et intégrité du territoire. Troisième, gouvernance et appui institutionnel de la présidence de la République aux institutions et à ses services rattachés. Donc ici, il s'agit d'un domaine qui est réservé au cabinet civil et au protocole d'État. Je veux dire l'intendance. Non, pas l'intendance tout à fait, parce que l'intendance dépend du cabinet civil. Je parle de sécurité, voilà, de la sécurité. Parce qu'il y a une direction de la sécurité présidentielle. Ce sont ces services-là qui doivent intégrer, qui doivent
entretenir ces palais secondaires d'un président de la République. Le gouvernement n'a rien à faire là-dedans. C'est d'ailleurs pour cette raison que quelquefois, on nomme souvent le secrétaire général, le président de la République peut aussi quelquefois avoir le rôle de l'attribution du ministère d'État. D'accord. C'est pas seulement nous on voit les délégations des signatures parce qu'il va nommer les PC, les DGA et tout ça. Mais c'est également ici une nation où, parce que même si c'est le cabinet civil qui s'en occupe, le secrétaire général, le président de la République, qui gère l'action quotidienne, a un œil sur cela. C'est comme ça. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. C'est comme ça aussi parce que le président de la République se déplace trop rarement dans ses différentes résidences. Vous avez parlé rarement, moi je dis il ne se déplace pas. Oui, mais vous êtes diplomatique. Bon, utilisons, je pense que votre mot... Oui, attendez. D'accord. Il vient de faire la campagne électorale, aller une fois à Maroua. Oui. Bon, mais peut-être il est resté au palais à l'aller, mais parce qu'après le meeting, il est rentré. Bon, il n'a même pas dormi là-bas. Mais ça veut dire que le budget est alloué. Est-ce qu'il contrôle le budget? Est-ce qu'il, est-ce qu'il envoie même de l'argent pour l'entretien de ces maisons? Est-ce qu'il a laissé l'entretien de ces maisons à l'appréciation du directeur de cabinet civil, directeur de la sécurité présidentielle et du secrétaire général de la présidence? Personne ne sait rien. Parce que, en fait, un ami français qui vivait ici, maître Jacques Volbert, pour ne pas le nommer, disait que au fur et à mesure que vous quittez le palais de l'unité, vous êtes coupé de l'information. Donc, on ne sait même pas celui qui s'en occupe. Toujours est-il qu'on constate l'abandon. On constate l'abandon. Je vous ai dit, une fois, nous, on était petit, comment Aïdjo vient à Douala pour regarder la construction du marché central. Il revient parce qu'en fait, ces maisons étaient entretenues parce que le président pouvait venir ici pour suivre ce qui se passe à l'entrée Est. Parce que vous en parlez souvent, l'entrée Est de Douala et tout. Il peut venir, lui-même en voiture banalisée, venir voir comment les camions sont même bloqués et tout. Ça veut dire que là, ça nécessite que son palais secondaire à Douala doit être entretenu. S'il peut aller à Garoua, et ce Thomas a fait comment, il peut aller faire une visite, une opinion à Garoua, parce qu'il sait que sa résidence est entretenue. À Bafoussam, on vous dit, oui, on n'attend pas que le gouverneur de l'Ouest vous dise que les travaux sont à 25%. Le président peut venir et regarder, mais malheureusement, ça ne se fait pas. Malheureusement, ça ne se fait pas. D'ailleurs, on peut s'inquiéter, hein, parce que lorsqu'on voit comment ces résidences-là sont abandonnées, il est clair que ça envoie un mauvais signal pour ce pays, un très mauvais signal, et parfois on peut donner raison à ceux qui estiment que le président doit parfois, lorsqu'il prend ses congés ou ses vacances, si vous voulez, aller dans une des villes du Cameroun pour s'installer, comme on le voit. Et subir les coupures d'électricité. S'il était parti à Batienga, il aurait constaté qu'il y a les moutmout là-bas qui tuent les gens, et peut-être il aurait donc engagé, c'est ce qu'a fait Aïdjo. À l'époque, c'est la Sonel qui s'occupait de, il y a un produit qu'on versait dans la Sanaga pour tuer les moutmout. Bon, parce que précisément, il allait régulièrement à Batienga, et quand il y a les moutmout, il demandait à la Sonel, mais attends, c'est quoi ça? Et il n'y avait plus de moutmout. D'accord. Alors, Dominique Audrey, votre regard? Oui. Le président n'ira pas dans aucune de ces villes-là de peur de se retrouver dans le noir. Vraiment, imaginez un peu le scénario. Il va à Bertois ou bien, je ne sais pas où, là, il reste dans le noir une semaine, il ne pourra pas. En 2015, je suis allée à Boya parce qu'on m'avait dit que là-bas, le lever du jour était très beau au pied du mont. Vraiment beau. Et je suis allée, j'ai vu. Non loin du monument de la réunification également, du monument de la réunification à Boya, on peut voir le palais présidentiel de là-bas, mais je ne vous raconte pas. Les murs sont gris, on n'a même pas besoin d'arriver jusqu'au portail pour se rendre compte que c'est comme les maisons des films d'horreur, les maisons hantées là. Vous voyez, les murs sont gris, vous avez l'impression que les fenêtres vont tomber, que les charançons ont déjà mâché le bois et autres. Et on me dit que cette maison a été réhabilitée en 2014 à l'occasion de la célébration du cinquantenaire. Mais comment donc, jusqu'aujourd'hui, parce que si on s'en tient même à la situation qui prévaut là-bas, on peut dire qu'il n'y a plus d'entretien. Mais est-ce qu'on continue donc de déposer, de budgétiser ça?
qui sont les personnes qui sont responsables de l'entretien de ces situations-là? Imaginez un peu, avec toute la broussaille qui est là-bas, si vous vous aventurez, parce que j'ai lu des articles où on disait qu'il était possible que les élèves aillent faire des visites dans ces endroits-là. Imaginez un peu les enfants qui vont là-bas. Ce sont les serpents et les scorpions qui vont se bagarrer pour vous mordre. Dans d'autres pays, on capitalise ça. En France, notamment, les anciens châteaux-là, il paraît que là-bas, on organise des foires et autres qui amènent les populations, on développe des activités autour. Ces différentes résidences-là font partie du patrimoine camerounais et on devrait le capitaliser. Mais malheureusement, on ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a pas. On n'a rien au Cameroun. D'accord. Mais au-delà du patrimoine, Karine Sontia, quand vous regardez ce qui se passe, vous dites quoi? Je dis que c'est un bon projet budgétivore que d'allouer un budget à une chose qu'on ne fait pas. Vous vous rendez compte que depuis que M. Mbachou a parlé ici, je me suis rendu compte que dans mes lectures, on vous dit qu'il y a des gardiens ou encore il y a des militaires, des agents de l'armée qui surveillent ces résidences-là. Donc il y a quand même des gens qui gardent les résidences, mais il n'y a personne pour prendre soin de ces résidences. C'est quand même de l'argent qui part en ruine. Et on vous dit quand même que en 2011 et en 2004, autant pour moi, et en 2001, il y a quand même des chefs d'État ou encore le roi Mohamed qui était venu au Cameroun et a résidé non loin de l'hôtel Montfébi là-bas dans une résidence présidentielle parce que c'était beau, parce que c'était entretenu. Mais aujourd'hui, lorsque les étrangers viennent au Cameroun, ils résident où? Dans les hôtels. Qu'est-ce que vous vendez aux personnes qui viennent chez vous? Encore des hôtels qui ne vous appartiennent même pas. C'est ça le problème. On ne vend rien. Même touristiquement, c'est un patrimoine. Parce que vous voyez comment ailleurs, les gens viennent se filmer devant les maisons, devant les anciens palais présidentiels et autres. Mais ici, si quelqu'un qui est à Kribi, par exemple, il veut se vanter que le président de la République a une résidence à Kribi, il veut se filmer, il veut amener quelqu'un là-bas seulement se balader. Mais lorsqu'il arrive devant, il tombe des nues. Lorsque votre président vous-même n'arrive pas à visiter, on vous dit qu'il a visité 8 villes. Je dis bien 8 régions de son pays en 37 ans. Vous-même, vous n'avez pas peur. Vous voulez que les autres maisons qui sont dans les autres villes fassent comment? Parce que quand il vient même, il ne dort pas. Un président qui lui-même, je ne sais pas si il est au courant qu'il a même toutes ces résidences-là. Si. Maintenant, quand tu sais que tu as ta maison quelque part, même nous, lorsque vous êtes en ville et que vous avez vos maisons au village, vous faites comment? Il y a toujours quelqu'un qui y habite. Parce qu'il faut prendre soin d'une maison. Oui. On ne laisse pas des gardiens qui ne vont pas prendre soin de la maison. Ou encore, on ne met pas une maison, on ne laisse pas une maison tomber en ruine parce qu'on n'habite pas là-bas. Une maison ne doit pas rester vide. Moi, c'est ce que j'ai appris. Mais voilà que nous, on parle des résidences du président de la République aujourd'hui. Et quand on cite chacune d'elles, on vous dit que les murs sont envahis par des herbes. L'intérieur de la maison, les murs sont gris. La moisissure. Ici, à Douala, même une fois, le président a envoyé des émissaires et on a découvert que même les meubles ont disparu. Dans la résidence du président de la République, ici à Douala. C'est quand même une incongruité. C'est grave que dans un pays comme le nôtre, on n'arrive pas à protéger la seule chose qui permet au président de la République d'aller se reposer chez lui. C'est peut-être parce qu'il ne va jamais pour ça, au lieu de ça, on peut aller à l'hôtel intercontinental se reposer. Ouais. En tout cas, c'est une question qu'on va adresser, qu'on continuera à adresser sur ce plateau, madame, monsieur, parce que elle est importante dans la mesure où ça concerne les Camerounais. Il s'agit de l'institution qui est le président de la République et beaucoup de Camerounais sont friands de comment cette fonction d'ailleurs est endossée dans ce pays. Et lorsqu'on voit d'ailleurs avec la colère, à l'occasion de la colère de Jalabel ce matin, comment ces résidences secondaires du chef de l'État sont entretenues dans les régions, il y a des raisons d'être inquiet, mais davantage de s'interroger sur comment ce pays est gouverné, comment ce pays est géré et quels sont justement les tenants et les aboutissants des politiques publiques qui sont menées. Lorsqu'on parle d'abandon, on pourrait élargir ce spectre d'abandon-là à d'autres secteurs d'activité et on le voit au quotidien, quel que soit le secteur, il y a évidemment des motifs d'y retrouver de l'abandon. En tout cas, nous aurons l'occasion de revenir amplement sur ces questions-là. J'aimerais, avant de remettre l'antenne pour la pause, après cette première partie, souligner les antonymes et les contraires que j'ai apportés à approximatif. Lorsque Karine Sontia a pris la parole, j'ai dit approximatif, contraire, définitif. On pourrait ajouter contraire de complet
ou contraire d'entier, pourquoi pas une approximation, et ce qui n'est pas totalement ça, c'est une approximation, c'est vrai que c'est pas vraiment ça. Donc il fallait justement faire cette précision pour qu'on ne pense pas qu'on est en train de dérouter les Camerounais sur comment ils doivent avoir du moins en tête cette langue française que nous partageons tant en langue officielle au Cameroun, madame, messieurs. Donc sur ce, restez avec nous. Dans un instant, nous sommes de retour pour la deuxième partie du 10-12, le Zénith. Sur Equinox Télévision, la meilleure télévision en ce moment au Cameroun. Alors pour cette deuxième partie de l'émission, avant de prendre votre commentaire, Charles Hamel, nous permettre de lire quelques messages puisque nous n'en avons pas lu en première partie et beaucoup commenceraient à nous faire des procès. Et pourtant, nous sommes l'émission qui interagit de manière essentielle avec les téléspectateurs. Allez-y, Karine, rapidement. Oui, je ne suis pas d'accord avec cette maman et que les mamans arrêtent cette manière de fils à maman. Ok, moi je suis célibataire, je fais ma cuisine seule, de même que si j'épouse une femme et elle tombe enceinte, je ferai la cuisine pour elle. Et moi donc, les mamans respectaient un peu leur belle-fille. Voici, comment il s'appelle? Enfin, j'imagine que c'est un homme. Alors, c'est clair que voici le type de monsieur que les féministes aiment beaucoup. Et je tiens à le féliciter sans aucune arrière-pensée, vraiment à ça. C'est un exploit, enfin je veux dire que de notre point de vue sur ce plateau, c'est un exploit et on doit apprécier une bravoure. C'est une bravoure d'être célibataire, de faire soi-même sa cuisine et d'être en prédisposition que si jamais il y a des manquements à la maison, lorsqu'il sera marié, il va faire la cuisine. Vraiment, c'est une bravoure, je tiens à le féliciter et ça, je dis encore, sans vouloir faire de la polémique ou sans arrière-pensée. On ne savait pas qu'il ne faut jamais commencer à faire une chose avec la femme. Jamais commencer à faire une chose avec la femme. Allez-y, Karine. Ouais. Apolline de la BPCT, cette maman a raison de manifester ce comportement, mais il faut ici qu'elle sache que c'est son fils qui a voulu aider sa femme et n'a pas été en ordre. Ça n'a pas été en ordre. Donc, la femme n'est pour rien, mais il ne se fait pas tard. L'homme lui-même peut toujours gérer ce problème. D'accord. Un autre message. Je ne suis pas d'accord avec une femme qui laisse son mari au feu à la cuisine, quel qu'en soit le cas. Abdourahman depuis Bali. Voilà. Non, mais je vous dis parce que, et c'est ça le grand débat, hein, bon, Bengan et Chalamel, Dominique Audrey, lors d'une de mes visites aux Pays-Bas, à l'époque, je rencontre une Néerlandaise qui me fait savoir ceci. C'est une blanche, si vous voulez, entre guillemets. Alors, elle me dit que même si en Europe, on a le sentiment que les femmes sont très féministes, qu'elles ont l'habitude d'imposer aux hommes une façon de faire, elle est de l'ancienne école. Elle, lorsqu'elle voit un homme seulement laver les assiettes, si elle était attirée par cet homme-là, l'attirance finit tout de suite. Elle me l'a dit clairement. Elle me dit il y a quelque chose de charmant chez un homme qui s'éloigne de ces choses-là. Et j'ai compris que finalement, la dictature de la pensée unique qu'on veut nous faire là, c'est pas tout le monde qui partage cet avis, malheureusement. Ne me regardez pas comme ça. Ne vous regarde pas pour autre chose. Voilà. Vraiment pas. Soyez pas étonnés. Alors, notre message. Cette belle-mère n'aime pas sa belle-fille. Moi, je pense qu'elle doit laisser le foyer de son fils en paix. Biloa, depuis Mbanga, qui nous écrit ce matin. Un autre message. C'est Lovette de Kribi. I just want to say we have to understand that a woman does the house, but doing that before his parent will never be appreciated by the mother, more especially. Un autre message, la jalousie est naturelle chez les femmes. C'est Man Abanjoun qui nous écrit. Okay. Alors, Marius et Sono, ma participation, c'est que si l'homme voulait aider sa femme, il explique seulement à sa mère. Un autre message, Fabrice de Bépanda, je pense que c'est la maman qui a la faute. Un autre message, les belles-mères dérangent, on dirait qu'elles peuvent épouser leur fils.
Un autre message, Daniel, depuis le pont blanchisseur, l'homme doit aider la femme dans les tâches ménagères. Notre message, selon moi, le monde est moderne et tout cela va avec. Pour ceux qui restent dans la coutume africaine, ce n'est pas normal. Signé EFA. Voilà. Les messages. Puisque la coutume africaine est universelle, on va faire comment? On va prendre quelques messages concernant la colère. Pour avoir mis en exergue ce problème toujours lié au suspense, du fonctionnement des Tutsis, 1 milliard de nos francs pour des entretiens fictifs. C'est le lacisme de ceux qui nous dirigent. Quand la tête du poisson est pourrie, le reste de ce poisson ne saurait être mangeable. C'est une honte pour un pays comme le nôtre que le MINCOM vienne encore nous contredire comme d'habitude avec de la démagogie bon marché. Alors, Chalamel, sur cette question du mauvais état des résidences secondaires du chef de l'État, quel commentaire vous faites? Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que nous avons 3 types de résidences. Nous avons les résidences de souveraineté, la résidence institutionnelle et les pavillons. Les pavillons, c'est tout ce qu'il y a à l'aéroport. Le chef de l'État a reçu le pavillon d'honneur. La résidence institutionnelle, c'est celle de Yaoundé qu'on connaît. Nous parlons des résidences de souveraineté. C'est les lieux où tous les autres de passage, notamment des chefs d'État, même des ministres, monsieur Rifo, c'est prévu. Et il faut dire que selon le décret numéro 098, 273 du 22 octobre 1998, qui réorganise la présence de la République du Cameroun, le service de l'intendance organise les réceptions officielles au Palais de l'Unité, les séjours des chefs d'État étrangers dans les résidences officielles, ainsi que les réceptions lors des voyages officiels du président de la République au Cameroun ou à l'étranger. L'intendance du palais s'occupe de l'équipement et de l'entretien des palais, des résidences présidentielles et des pavillons présidentiels dans les aéroports, du fonctionnement du palais et du parc automobile présidentiel. Donc, M. Fopoussi, je pense qu'à ce niveau, la responsabilité leur incombe, comme l'a dit tout à l'heure Mbombo, de veiller à la maintenance constante et permanente des différentes résidences de souveraineté. Il y a des gouverneurs qui étaient censés résider dans ces différentes résidences de souveraineté qu'on a éjecté, M. Fopoussi, dehors, lorsqu'on parlait, je parle notamment celui de Berthois, lorsqu'on a annoncé que le chef de l'État devait inaugurer Memveleu. Pour inaugurer Memveleu, on s'est dit que ce n'est pas que ça a été planifié, on s'est dit que le chef de l'État pouvait résider à Berthois. On a demandé au gouverneur de l'époque de faire cyclique ce claque et de sortir rapidement. Il est sorti dans un premier... Je pense que c'est Lompaga, voilà, il est sorti rapidement pour s'installer dans un hôtel avec tous ses effets, femmes, enfants, domestiques. Ils se sont installés quelque part en attendant. On a réhabilité. Ils pensaient réintégrer que non. Nous étions en 1975, M. Eric Fopoussi, lorsque le chef de l'État de l'époque, Amadou Ahidjo, devait aller inaugurer, on se rappelle, il devait aller inaugurer la gare ferroviaire de Ngaoundéré. Il a posé une question aux entrepreneurs de l'époque. Je dors où? À cette question, les gars ont commencé à réfléchir. Il dit, si je n'ai pas de résidence, je ne viens pas inaugurer. Monsieur Eric Fopoussi, ils se sont battus, ont fait 5 domaines. Bon, on parlait tout à l'heure, 5 domaines. Et c'est là où il est descendu en 1975. Ils ont construit Illico Presco. Il a passé la nuit. Et il avait dit ceci, lorsqu'il lançait ce projet, que les différentes architectures devaient respecter celles des différentes aires géographiques. Vous allez à Kribi, ça ne se détache pas des constructions Mabéa, Batanga. Vous allez à Ngaoundéré, ça ne se détache pas des différentes constructions. Vous allez à Batanga. Monsieur Fopoussi, l'une des villes les plus belles, là vous pouvez vous reposer, où le climat est comme celui de l'Ouest, c'est Batanga. Faites un tour à Batanga, vous n'aurez plus envie de revenir, monsieur Fopoussi, de ce côté, parce que c'est tellement beau et bien. Malheureusement, la résidence de Batanga, c'est un ancien gendarme ou un militaire qui a récupéré, il faisait ses champs là-bas, ses femmes même vivaient. Le jour qu'on a appris concernant, je pense bien c'était le projet de barrage, on l'a chassé comme un malpropre, monsieur Fopoussi. Monsieur le gars, il a résisté en disant, mais vous me chassez, qui est ici? Qui passe ici? C'est gagné, mais qui est ici? Laissez-moi tranquillement, je vais faire ma vie. On se rappelle, monsieur Fopoussi, que nous étions dans les années 1970. Un an juste après, le Mont Fébé, après que l'État du Cameroun avait concédé, on va le dire, l'espace au Saint-Siège du Vatican à l'ordre de Malte, il y a un espace, c'était le Linas Gimbous, si je me souviens soit exact, l'un des directeurs de la Banque camerounaise de développement,
qui avait construit une villa aux allures futuristes au Mont-Fébé. C'était strictement interdit. Il n'y avait qu'une seule personne, le ministre Charles Nanawana, qui avait une maison de ce côté. Il a construit, Aïdio, revenant de Ngaoundéré, où il a inauguré, apprend qu'il y a une maison futuriste là-bas et que quelqu'un a construit, il va voir, il dit c'est pas possible. Il trouve un entrepreneur italien, il lui demande de faire venir le propriétaire. Le propriétaire, c'était Linas Gimbous, qui était directeur de la Banque Cameroun de Développement. Quand il voit Aïdio, quand il arrive, il voit Aïdio, il s'agenouille, les larmes commencent à couler. Il sait que pour lui est fini. Il dit non, monsieur le chef de l'État, c'était pour vous offrir. Je ne l'ai pas fait pour moi, c'était pour vous offrir. Voilà la phrase qu'il a sauvée. Et Aïdio lui a dit non, vous n'avez pas besoin de m'offrir. On va reverser cela dans le patrimoine du peuple. Et c'est là où c'est devenu la résidence des autres aujourd'hui. Beaucoup de personnes d'autres. Et la seule chose même que la présidente avait fait à cette époque, c'était construire la barrière. Donc c'est dire que si on a cela, pourquoi on ne peut pas envoyer nos enfants aller visiter? Pourquoi on ne peut pas ouvrir? Moi-même, je souhaiterais aller rentrer là-bas, visiter et tout. En amenant des petites cases de passage, vous dormez à côté de cela. On paye 10 000, 20, 25 000. Je crois qu'en apprendre que le chef de l'État allait se reposer en Ngaoundéré, pousserait tout le monde à aller faire un tour en Ngaoundéré, parce que la présence seule du chef de l'État. On commence d'abord à organiser justement tout ça à Etoudi. D'abord. Mais monsieur, il faut aussi. En Guinée équatoriale, oui, bien sûr. En Guinée équatoriale, lorsque vous parcourez, vous vous rendez compte que 6 mois, le chef de l'État vit à Malabo. 6 mois, il est à Bata. Et à Bata, quand il va à Bata, il va avec tous ses différents ministres. Dans la résidence de M. de Fopoussi, ils vont travailler là-bas au secret en disant quel est le regard que vous portez sur la Guinée. On peut délocaliser des conseils de ministres dans les résidences de souveraineté, comme vous avez dit, les résidences secondaires des régions. Voilà. On délocalise un conseil de ministres, on dit ça se tiendra par exemple à Bertois ou bien je ne sais pas où, à Ngaoundéré ou à Garoua. C'est comme ça qu'on crée du dynamisme dans les villes, dans les régions, dans l'arrière-pays, comme on dit entre guillemets. Monsieur, il faut pousser. Comment on fait pour développer? Vous n'avez pas assisté à des disputes. J'ai eu assisté à 2 ou 3 disputes une fois à l'hôtel Sawa, où vous avez 4 ministres ou 4 ou 5 ministres qui se retrouvent à Douala. Chacun dit que je dors dans tel, je ne sors pas de cette. Dans cette quand j'ai l'habitude de dormir. Lui, il est venu à quel moment? Monsieur, ne vous amusez pas. Sinon, vous voyez, c'est quoi dans une république? Et ça gonfle, comme vous savez, et ça gonfle, comme vous savez. Les dépenses de l'État. Alors, on va évidemment poursuivre quelques messages, Karine. Alors, pour le cas d'espèce, plus précisément, c'est de la responsabilité de l'intendant du palais et des résidences présidentielles qui, à chaque année, un budget conséquent est alloué. Il y a des maîtres d'hôtel et la sécurité présidentielle qui sont affectés en permanence dans ces résidences. En Ngaoundéré, ces résidences sont devenues celles des braqueurs. Les bandits fument le chanvre indien là-dedans. Le plus étonnant est que les résidences sont situées à 0 mètre de la résidence du gouverneur, Philippe de Ngaoundéré. Oui. Bafoussam aussi. À côté du gouverneur. Bafoussam aussi. Étrangement, oui. Il paraît qu'on souhaite enlever l'idée de Abadou Aïdjo dans la tête des Camerounais. Ça, c'est Guy Landry et Tchobo qui nous écrit. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc, quand Etoudi est propre, les autres résidences sont parfumées. Jean de Douala. Jeu de mots intéressant, hein? Il faut retenir ça. J'ai envie de reprendre ça prochainement dans cette émission. Quand Etoudi est propre, le reste du Cameroun est parfumé. D'accord, c'est intéressant. Alors, un autre message pour avoir mis en exergue le problème. Ah non, on a déjà pris celui-là. Encore une fois de plus, le piteux état des différentes résidences présidentielles et des budgets fantômes qui y sont alloués sont le reflet de la gabégie et de la malgouvernance qui caractérise l'état du Cameroun. Et Odo François de Hippodrome à Yaoundé. Vous avez vu, monsieur Rifopoussi, regarde, parcourez la toile. Dès qu'un Camerounais dit qu'il va aux États-Unis, son seul rêve, c'est se filmer devant la maison. Devant. Ils réussissent à entrer parce qu'il y a un côté aménagé où les touristes peuvent entrer. On peut se filmer devant Etoudi? On n'accepte même pas qu'on se place devant. Vous arrivez. C'est une question rhétorique, hein, monsieur. On n'accepte même pas qu'on passe devant. À la quantième barrière, voilà. Celle qui est juste après le palais des Congrès. Non, je veux dire que vous vous filmez et qu'on voit. On ne passe même pas devant. On veut voir se filmer. Donc, c'est normalement la dernière barrière. Non, mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, au-delà de ça, et je porte le plaidoyer, je suis très sérieux. On le voit dans les pays comme les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Elle a toutes les raisons de barricader la Maison-Blanche comme elle veut. Mais là-bas, ils ont réussi à organiser des journées où vous avez des colonies d'enfants qui viennent des régions
Visiter reculer du pays pour visiter la Maison Blanche. On leur donne accès à la Maison Blanche pour aller découvrir où se prennent les grandes décisions du pays. Le bureau ovale. Le bureau ovale. Alors, mais au Cameroun, on a tout mystifié. Il fallait justement, on parle tout le temps de vivre ensemble, d'unité nationale, de concorde nationale. Voilà un élément qui pouvait permettre au Cameroun d'être proche justement de cette unité nationale. Que des enfants de Boya, de Bamenda, de Jacquiri, je ne sais pas où, en colonie, viennent à Yaoundé et visitent un tant soit peu le palais présidentiel. Découvre le bureau du président de la République. Oui, parce que la mystifie, non, découvre le bureau du président, où le président s'assoit pour est-ce que même quand on partait saluer le président non, donc il y a, non, je veux dire, ça participe justement de cela. Donc c'était une parenthèse lorsque Charles Hamel a évoqué le cas des visites et des forats qu'on pourrait organiser dans ces différents palais-là. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de choses à faire pour que tous les Camerounais se sentent justement unis les uns aux autres, un et indivisible et un sens. Nous avons des visites d'entreprises où des écoles demandent à visiter des entreprises, même déjà qu'on commence par ouvrir comment on va dire, les régions, qu'on va visiter chez le gouverneur. Pourquoi pas les bureaux, les services du gouverneur, qu'on commence par là, qu'on va dans les préfectures avant de se retrouver à ce niveau, monsieur Lipo. Non, mais vous dites à quel niveau? Non, vous en faites c'est vous qui mystifiez ça. Non, je dis qu'on commence, je suis d'accord avec vous, mais je dis qu'on descende encore plus bas avec, parce que les résidences des gouverneurs sont les résidences des anciens colons, monsieur Lifopoussi. Elles ont été toutes privatisées. Vous allez à Bonanjo. La résidence du sous-préfet, c'est la résidence des Allemands qui était conçue par les Allemands. C'est une architecture précise, ça peut inspirer. C'est pour ça que je dis qu'on ouvre même les autres résidences. Ce n'est pas seulement le palais, mais qu'on ouvre toutes les autres pour faciliter la visite touristique. On se comprend, monsieur Mathieu. Rassurez-vous, on se comprend très bien. On va s'arrêter là. Hein. On va prendre tout de suite la chronique de Karine Sontia. C'est la revue des réseaux sociaux. Karine, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux notamment, on va commencer par ces anciens chefs de l'État africains qui mettent sur pied une plateforme pour recueillir les points de vue camerounais sur la crise anglophone afin de participer au dialogue. Alors, ces anciens chefs d'État se sont mis à l'œuvre à cet effet. Une plateforme en ligne a été créée pour le symposium sur le Cameroun afin de recueillir les réflexions et les points de vue des Camerounais et de mettre en œuvre une stratégie qui permettra de ramener la paix au Cameroun. Alors, en journalisme, on dit que les choses se précisent avec l'Africa Forum, puisque depuis que ça avait été annoncé justement, on semblait naviguer à vue, on ne sentait pas très bien ce qu'ils voulaient réellement faire. D'ailleurs, que Jeune Afrique nous avait fait des révélations disant que l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki avait essayé d'avoir le président Paul Biya au téléphone sans succès. Il avait appelé plusieurs fois Samuel Vandoyolo, le directeur du cabinet civil, sans pouvoir réussir à obtenir une réception de son coup de fil par le président Paul Biya lui-même. Donc il s'en offusquait un tout petit peu et on sentait que cette affaire Africa Forum avait été un peu annoncée avec précipitation. Donc hier, les choses se sont précisées avec déjà cette plateforme en ligne, comme vous l'avez annoncé il y a un instant, Karine Sontia, qui montre bien qu'il y a une volonté de recueillir ce que pensent les Camerounais afin justement de se retrouver dans quelques semaines, comme le dit ce communiqué-là, pour ce symposium, ce forum sur le Cameroun et accompagner le Cameroun vers la sortie de crise. Il y a d'abord cet élément-là sur la précision. L'autre élément, c'est qu'on sent bien dans la classe politique camerounaise des personnes qui disent que oui, c'est bien beau d'avoir des initiatives qui viennent de l'étranger, mais qu'avons-nous fait, nous, au Cameroun, pour faire des forums, des symposiums sur la question? Quelqu'un a dit ce matin que le Premier ministre avait annoncé le dialogue et depuis on ne le voit plus et demande où est passé le Premier ministre. D'autres estiment que le cardinal Christian Toumi avait commencé une belle idée, il fallait juste l'accompagner là-dedans. Actuellement, il y a également cette initiative Croisade pour la paix qui a lieu aujourd'hui même à la salle des fêtes d'Aqua avec Jean-Jacques Ekindi et Kajala Toumi pour justement réunir un nombre d'acteurs autour de l'idée qu'il faut débattre et trouver des solutions pour une rentrée effective des cours et des classes le 2 septembre prochain, lundi prochain, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, de telles initiatives, on voit très bien qu'il y a des débats autour de cela. Mais bon, Begane, qu'est-ce que vous relevez? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Les choses ne se précisent pas encore. Est-ce que ce communiqué qu'a dit Sontia précise bien qu'un site internet sera ouvert pour recueillir. À aucun moment, on ne vous dit que
les LDS, comme on les appelle, ont eu ceci ou cela avec les hautes autorités camerounaises. Vous voyez, on est là dans ce que j'appelle une forme de, comment vous l'appelez ça, de bons offices, de bonne volonté. Donc les gens se mobilisent parce qu'on sait que le Cameroun risque d'atteindre un tournant qui n'est pas bon. Un point de non-retour. Voilà. Oui. Et ça revient à ce que je pense Maître Akeremouna qui le disait un peu avant l'élection présidentielle, qu'il ne faudrait pas que l'Organisation des Nations Unies attende comme que la situation s'empire pour venir, en fait. Moi, je pense que c'est ce que voudrait le chef d'État. Parce que par rapport relativement à ce que vous avez énoncé tout à l'heure, l'information diffusée par nos confrères de Jeune Afrique, il se trouve précisément que les autorités camerounaises n'ont pas encore donné une orientation qui puisse donner, j'allais dire, des précisions à ces anciens chefs d'État-là. Ils auraient procédé autrement. Maintenant, ils veulent faire comme si ça doit donner une clameur sociale. On voudrait que les gens s'expliquent et que pour dire enfin, d'abord aux autorités camerounaises, aux chefs d'État en premier, que voilà ce que pensent vos compatriotes, et à la communauté internationale, l'Union africaine et l'Union européenne et les Nations unies, que voilà ce que les Camerounais disent. Vraiment, nous ne sommes pas allés, ils sont venus. Est-ce que justement ce n'est pas ça, ce n'est pas ce piège-là que fleure le régime de Yaoundé, de se mettre dans une posture où on lui fait la leçon et où on lui dit ce qu'il a à faire? Et justement, c'est ce piège où il va finalement se retrouver coincé. Ah, d'accord. Parce que depuis toujours, les Camerounais lui ont dit au chef de l'État, vous avez les cartes en main, Excellence. Au moins, on a fait, comment je vais vous appeler souvent ça, une union sacrée. Lorsqu'il y a eu cette affaire de Bakassi, nous faisons une union sacrée. Laissons, nous on laisse vos choses, on a gagné, on a perdu les élections, on n'est pas là, vous êtes président de la République. Nous pensons que c'est vous qui pouvez donner les orientations et nous on va suivre. Parmi ces orientations, dites clairement que c'est un problème national, ce n'est pas un problème anglophone, que c'est un problème Cameroun et à l'intérieur duquel il y a la question anglophone. Mais il ne veut pas. C'est pour cette raison qu'en fait, les gens se disent, comme à ce moment, commencer à dire aux voisins, bon, est-ce que vous pouvez parler au père? Notre père ne nous écoute pas. C'est un peu ce qui arrive souvent, les histoires qu'on développe ici. Lorsque la femme et son mari ne s'entendent pas, ils vont voir celui qui allait les doter. La femme va dire, mais papa, toi qui étais venu me doter, mon mari, depuis là, je ne le sens plus. Qu'est-ce qui se passe? Donc, alors que c'était justement un simple problème de malentendu que à deux pouvaient régler s'ils avaient pris en considération les leçons qu'on leur avait données. Donc, notre chef de l'État a cette chance-là. Je pense que Bassek Bakobio l'avait dit un jour au cours d'une interview à nos quotidiens de mutation, que le président Biya est le président le plus chanceux au monde et que c'est même le Camerounais le plus chanceux. Chaque fois qu'il existe un problème au Cameroun, il y a des solutions qui s'offrent à lui. Il a été président de du comité ad hoc par Aïdjo. Il est vivant. Son rapporteur de l'époque est encore vivant. Et le conseiller, un membre de cette commission, est encore vivant. On lui dit, mais prenez ce que vous avez remis au président Aïdjo à l'époque. Redonnez-nous. Il ne fait pas. En fait, je pense que Thabo Mbeki doit être mal dans ses souliers, contrairement à ce que vous croyez. Moi, oui, je le connais un peu. Il doit être très mal parce que c'est un homme de dialogue, c'est un homme qui aime particulièrement le président Biya. Je n'étais pas là, je ne trahis pas là un secret parce que Mandela lui avait dit, je n'ai pas pu faire une visite au Cameroun. J'ai fait une escale pendant le sommet de l'OUA. C'est un pays merveilleux. Moi, peut-être parce que derrière, Mandela a terminé en disant, ce sont les Camerounais, les UP6 qui nous ont aidés à raffermir, à consolider l'ANC. Bon, je rappelle aussi qu'il est tout récemment, il est venu au Cameroun remettre un prix au président Paul Biya. Oui, mais c'est pour cette raison donc que j'ai dit que son supérieur hiérarchique, son mentor, Nendela, lui a dit d'être proche des Camerounais. L'havre de paix, voilà. Justement, l'havre de paix, l'homme de paix. Il lui a recommandé d'être très proche des Camerounais parce que nous sommes des peuples frères et nous sommes liés
par beaucoup de choses. Et à l'époque, Thabo Mbeki était accompagné de Akeremouna pour remettre ce prix-là au président camerounais. Mais je crois que qu'on ne le considère pas comme on a considéré Christian Toumi ici, parce que chaque fois qu'il parle, le cardinal, on l'assimile à un opposant. Est-ce que le fait pour Thabo Mbeki d'être proche d'Akeremouna et d'avoir été ramené chaque fois que c'est l'UPC, notamment Ernest Wandje et Nicanor Ndiaye qui nous ont encadrés, est-ce que ça donne quelque chose de mal, qui est mal apprécié? Oui. Parce qu'il faut citer Nicanor Ndiaye, je pense qu'il est encore vivant. Donc, est-ce que ça donne une certaine coloration qui marque négativement les relations que Yaoundé peut avoir avec Thabo Mbeki? Je n'en sais rien. Mais si on se limite à ça, c'est mauvais. Mais je sens que le président Mbeki doit être mal dans sa peau. En tout cas, le pouvoir de Yaoundé reste fixe sur sa position. On va attendre de voir ce qui va se passer parce que là, maintenant, c'est une plateforme en ligne. C'est plus facile à chacun d'aller souscrire et donner son idée là-dessus. Je pense que c'est même pourquoi ils ont opté pour cette plateforme en ligne, pour que tout le monde... Déjà, parce que les voies diplomatiques sont fermées, c'est pour ça. Déjà, ce matin sur Radio Equinox, notre invité sur Radio Equinox, c'était Célestin Bedzigui, mais également Adamo Koupidman du groupe politique de l'UDC. Il a clairement dit qu'il y a de fortes chances que l'UDC également aille proposer des choses sur cette plateforme-là. Donc, on verra comment le mouvement, la classe politique camerounaise réagit face à cette plateforme-là. Est-ce qu'ils vont proposer des choses? Est-ce qu'ils vont trouver que c'est quelque chose de pertinent? Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Donc ça reste un débat qu'on peut avoir en interne au Cameroun, ou simplement insister pour que le canal Christian Toumi puisse avoir gain de cause sur l'initiative qu'il a lui-même engagée. Chalamel. Monsieur Rifop aussi, j'ai envie de rire tout ce que vous dites là. Mais vraiment, ça me fait rire. Sur la toile Facebook, ça ne vous laisse pas. Les cabinets noirs se sont créés, on a fabriqué des pseudonymes, fabriqué ceci, pompé pour déséquilibrer le débat. Oui! Pour déséquilibrer le combat. Le soir dit, ah, laissez ça, il y a au Cameroun. Je suis président de tel parti. Il y a des partis politiques satellites. On va en créer, monsieur Rifop aussi, pour déséquilibrer. Ils vont aller inonder. Voilà Facebook, non? Vous sortez une info, bam, le lendemain, on dit que tel c'est qui. D'ailleurs, il n'a même pas doté sa femme. On va vous ramener des choses de bas étage à ce niveau. Même les présidents africains vont se perdre. Les Camerounais sont compliqués à comprendre. Je vous assure, vous allez voir des choses sur la plateforme là. Que vous n'allez pas comprendre. Je vous assure. Vous allez voir quelqu'un qui a dit quelque chose, demain vient se contredire en disant que vraiment, hier j'étais imbécile. Je n'avais pas bien cerné la situation. Donc voilà la vraie. C'est ma rédemption. Voilà ma rédemption. Donc voilà tout ça. C'est ça le Cameroun, monsieur Rifop. Donc j'espère que ces présidents sont prêts à se fatiguer la vue. Parce qu'on va leur mettre plein la vue. Ils vont lire beaucoup de choses. Ils vont lire beaucoup de choses. Ça c'est un. De deux, il faut dire, pour être plus sérieux, quand vous bagarrez, monsieur Rifop aussi, il y a une chose qui énerve tous ceux qui ont bagarré, dépenser des efforts physiques. C'est raconter leur histoire. Tel vient, comment ça a commencé? C'était que c'est monté, c'est descendu, c'est l'autre vient. Comment ça a commencé? Non, c'est que l'autre, comment ça a commencé? On était même à la police, on a fait. Comment ça a commencé? C'est fatigant à un moment donné. Vous avez eu plusieurs commissions dans ce pays. On a eu la commission Moussongue. On a eu la commission Yang. On a eu Garga Manadi. On a eu l'Union africaine, on a eu l'ONU, on a eu l'Angleterre. Des dossiers sont partis, monsieur Eric Fopoussi. Vraiment une somme de dossiers. Les gens se sont tués pour fabriquer, concevoir, établir avec photo, avec image. On a les États-Unis, le Sénat, qui est sorti pas une fois. C'est fatigant quand même, monsieur Eric Fopoussi, que chaque fois il faudra reprendre, parce que ça, ce que les présidents africains là sont en train de demander, c'est aller recommencer. À force de raconter une histoire N et N fois, vous perdez même les substances de cette histoire, vous en oubliez d'autres. Donc vraiment, j'estime que soit c'est une histoire où on rassemble en disant qu'on procède par convocation, monsieur Eric Fopoussi, très simplement, soit on laisse les coups de franche, parce que Mbapoko a dit tout à l'heure, il y a des coups de franche qui ne sont pas prononcés, soit on les convoque toutes sur un terrain neutre, comme quelqu'un avait dit à une certaine période, on le convoque sur un terrain neutre pour débattre, qu'on commence déjà par apaiser, qu'il y ait une volonté d'apaisement, tous ceux qui sont en prison là, tous ceux qu'on est en train de condamner là, qu'on les libère, monsieur Eric Fopoussi, qu'on les libère déjà pour apaiser. Le plus important, c'est apaiser.
Parce que les dernières informations qui nous parviennent, c'est que de ce côté, les établissements scolaires sont vides, les lycées sont vides, les collèges privés sont vides. Il n'y a personne. On commence à apaiser. Vous avez vu l'agence de voyage oui, les bus ont c'est été ça que je privés dis. de balles. Qu'on commence à apaiser, pour démontrer cette volonté. Mais tel n'est pas le cas. En pleine rentrée scolaire, on condamne quelqu'un à la prison à vie, monsieur Eric Fopoussi. Donc c'est dire que cette page qui va s'ouvrir, ça sera tout. Ça sera tout, on va tout dire, verser même parfois avec l'émotion, mais au fond, vraiment, il faudrait que des actions plus concrètes soient posées pour qu'on puisse régler ça. D'accord, Dominique Audrey. Pour moi, malheureusement, c'est une bonne chose. Malheureusement, parce que c'est une histoire qu'on aurait pu régler en interne. Et si jamais ça prend une certaine ampleur, on va voir que le problème va être extériorisé et remis entre les personnes qui sont étrangères au Cameroun. Je me dis qu'il est encore temps. Parce que c'est vrai que Charles Abel dit que ça va aller dans tous les sens. C'est chacun qui va dire ce qu'il veut. Mais les personnes qui ont la possibilité de décider peuvent encore le faire. Il n'est pas encore tard pour dire que, ok, c'est bon, arrêtons le truc ici. Parce que tous les jours, les gens perdent les membres de leur famille, les gens perdent leur vie. Voilà, les enfants aujourd'hui qui seront déséquilibrés dans leur tête. Simplement parce que les gens ne veulent pas s'asseoir sur leur ego ou bien sûr, je sais pas trop quoi. Donc, on peut encore le faire, mais ce qui est bien déjà, c'est que tout le monde pourra s'exprimer là-dessus. Donc, j'invite tout le monde à aller le faire. Peu importe, hein, qui mente et tout, à un moment, on va filtrer. Allez-y, exprimez-vous. Alors, Karine, votre propre lecture? Moi, je pense que c'est une bonne initiative parce qu'on a plusieurs présidents de la République, ex-présidents de la République qui sont engagés dans ce processus-là. Mais je pense que c'est une initiative qui aurait pu être initiée par le Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun aurait pu dire, OK, vous les anciens présidents, associez-vous à nous pour nous aider à résoudre cette crise. Pas que les anciens présidents viennent dire que nous, on veut aider le Cameroun. Parce que ça aurait été comme ça et on aurait compris que le Cameroun lui-même a la volonté. Mais je pense que ces présidents-là eux-mêmes se rendent compte que même les dirigeants camerounais n'ont pas la volonté qu'on arrête de tuer des gens à Bamenda et à Boya. On voit aujourd'hui que même la rentrée sera bafouée, mais on veut nous faire croire que non, c'est entretenu, les élèves vont aller à l'école avec un militaire à côté et ainsi de suite. Moi, je ne sais pas trop le film qu'on veut bien dresser devant nous, mais je pense que le symposium pourra permettre au moins à tout le monde de parler, même si le symposium ne pourra pas donner la solution au final, parce que à la fin, c'est le gouvernement camerounais qui décide. Alors, c'est intéressant, hein? Il faut qu'on sache, et là, je commence à comprendre bien la nuance. Veut-on sauver la rentrée scolaire ou l'année scolaire? Voilà, c'est ce que je vous disais dernièrement. Chaque fois, il faut toujours avoir cette nuance, cette précision à faire. On veut sauver la rentrée scolaire et non l'année scolaire. Voilà, donc même si lundi prochain, parce que non, c'est le même cirque que chaque année. Lundi prochain, les caméras vont aller filmer quelques élèves dans les salles de classe pour dire que la rentrée est arrivée. Mais nous savons que l'année scolaire elle-même n'aura pas le même principe. Je rappelais ici tout récemment lors de ce point de presse conjoint avec les propos liminaires du ministre de la Communication qui citait une litanie d'attaques des sécessionnistes des écoles, des enfants, des élèves, des enseignants. Et je me disais, mais avec tout ça là, on veut envoyer nos enfants au suicide. Je me pose la question parce qu'après, il faut une bonne dose de cynisme pour citer autant d'attaques, autant de faits, autant d'incendies et dire qu'effectivement, il y aura rentrée scolaire. Je pense que le bon sens voudrait que l'on répare la situation, que l'on trouve une solution au problème avant d'engager autre chose que cela. C'est bien, j'aime ce discours républicain qui veut que la République soit au-dessus de tout, que la République ne s'affaisse pas devant la barbarie. Ça, c'est bien beau, mais après, il y a aussi une dose de pragmatisme qu'on doit avoir face aux situations qui nous arrivent et de dire qu'à l'état actuel de la situation, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Donc, il y a toutes ces questions qu'il faudrait adresser. Nous en sommes très loin pour l'instant. On espère que, d'ailleurs, puisque nous sommes dans le registre de l'espoir, nous espérons que cette initiative, ce symposium et cette plateforme en ligne qui est lancée pourra faire bouger les lignes, même si on commence à sentir qu'il y a une forme de doute, de réserve quant à la réussite d'une telle initiative. Alors, Karine, on termine avec vous la revue des réseaux sociaux. On prend le dernier sujet, blackout
à Yaoundé depuis le 7 août dernier. Les populations d'une bonne partie de la ville sont dans le noir et elles ont décidé de s'associer au FOCACO pour déposer une plainte contre Eneo. Et on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de dossiers qui circulent, beaucoup de personnes en train de faire des signatures et tout, de rédiger. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que on veut bien savoir, est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est Eneo qui est indiqué? Alors bon, Begane, d'abord sur cette initiative, vous savez, parfois avec Alphonse Aïssi, le président du FOCACO, la FOCACO, la Fondation Camerounaise des Consommateurs, il y a parfois eu des différences sur les actions qu'il menait. La récente nous avait valu quelques petits échanges sur les réseaux sociaux, mais pour cette initiative, vous pensez que... qu'est-ce que vous en pensez? Non, d'abord, c'est une initiative citoyenne, elle est bonne, je l'apprécie. Il faudrait que les citoyens commencent à revendiquer leurs droits. D'abord envers l'État et envers Eneo. Pourquoi Eneo? Eneo qui signe les communiqués. Pourquoi si Eneo ne se trouvait pas impliqué, elle n'aurait pas signé des communiqués? Il aurait laissé le gouvernement et sa sonatrelle signer des communiqués. Comme elle s'est engagée, puisqu'en fait, c'est elle qui dépose les compteurs dans nos maisons. Bon, on pense qu'on va s'occuper de où est le courant. C'est elle qui nous dira où est-ce qu'elle a mis le courant, où se trouve le courant. Elle ne pourra nous dire que non, comme vous voyez, voilà, c'est elle qui signe les communiqués. Donc, autre chose que je voudrais dire, ça va, là, je pense que c'est un procès. Je vais m'approcher d'eux pour commencer à poser, à imaginer un projet contre l'État du Cameroun. Est-ce qu'on ne peut pas associer les deux? On a dit quand on privatisait la SONEL que ce sera pour l'amélioration de services. Mais comment vous pouvez parler d'amélioration de service et vous n'avez même pas ce service? D'accord. Bon, il fallait dire simplement qu'on le fait pour la diminution du service ou alors le non-service du tout. Ok. Là, on peut comprendre. Très bien. Alors, Charles Amel, vous avez des... moi, je vous sais très proche d'Alphonse Aïssi. Hein. Vous avez déjà quelques biscuits, quelques informations. C'est quoi les dommages? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien il réclame déjà? Ils sont à combien déjà qu'il réclame? Le problème comme dommage et intérêt. Le problème n'est pas ce qu'il réclame. Le problème, c'est, on dit la guérison, la première guérison, c'est la rencontre du patient avec le malade, le médecin avec le patient. Oui. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous voyez le médecin. Il y a des gens qui développent des maladies, mais lorsqu'il arrive à l'hôpital, il voit le docteur, il dit, je suis guéri. Oui, ça va, je suis guéri. Quelquefois, même quand le docteur vient là, le docteur lui dit ça va, il dit oui, ça va. Alors qu'il est venu à l'hôpital. Alors qu'il est malade. Parce qu'on n'est pas là dans une affaire de gros sous. Je viens à ça, non, monsieur Eric Fopoussi, je viens à ça pour dire que c'est tardif. Il faudrait qu'il y ait un collectif de jeunes Camerounais qui s'élèvent pour porter plainte à la communauté urbaine. Qu'il y ait un collectif de Camerounais qui s'élève pour porter plainte à Camerounaise des eaux. Qu'un collectif s'élève pour porter plainte au ministre des Travaux publics. Oui, c'est tard, monsieur Eric Fopoussi. Voilà pourquoi je valide cette idée. Il faut que les Camerounais se lèvent, tous se lèvent pour dire, non, mais sauf qu'à vous entendre, il faut bien qu'il y ait un but à se lever. On n'a pas les routes. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez? Parce que ce qui est intéressant lorsqu'un citoyen engage une action en justice, c'est qu'il y ait une réparation des dommages et intérêts. On va se constituer partie civile. Ce n'est pas ça. Voilà. Monsieur, si vous voulez s'embrouiller, mettre le médecin et puis basta. Bon, voilà. Monsieur, il faut pousser. Nous avons un souci. Je connais plein de mamans qui nous ont dit que l'absence de courant a causé des préjudices. J'ai demandé lesquels. Il y a beaucoup de mamans qui louent leur frigo. On garde le poisson, on garde le dollar, c'est 100 francs, c'est 150, c'est 200 francs. La nuit, monsieur Eric Fopoussi, par nombre de jours qu'elle garde. Ça, c'est une économie que vous venez de tuer. Il y a des gens qui ne vivent que de l'eau glacée, monsieur Eric Fopoussi, qui achètent des blocs d'eau glacée, qui jettent dans des gibecières, des glaciers, se baladent pour vendre. Vous avez tué. Vous avez des mamans qui ont des moulins à écraser, qui ne tournent qu'avec des moulins à écraser. Brrr, 25 francs. Brrr, elles élèvent les enfants. Elles élèvent les enfants avec. Vous avez toute une économie qu'on est en train de tuer. Il y a des gens qui donnent la lumière, monsieur Eric Fopoussi, on ne peut pas les oublier à Yaoundé. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Non, je ne parle pas des gens qui volent. Je dis des gens qui, de manière réglementaire, ont pris des panneaux où ils ont des locataires, à qui ils donnent l'énergie. On les a tués. Permettez-moi de dire que c'est toute une économie. Il y a des gens qui ont besoin le soir, ils collectent des données, ils rentrent à la maison. Les gars qui ont des studios
d'audiovisuel, ils doivent produire la musique, ils doivent monter des documentaires, monter des spots vidéo. Lorsqu'ils rentrent le soir, ils ont collecté les données, il faut travailler. Il n'y a pas d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toute une économie. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a un nouveau métier qui s'est créé dans ces quartiers, le chargement de lumière. Ou des gars, des fois des power banks, vous avez des gars qui ont des groupes électrogènes dans les petits endroits des quartiers où les gens viennent payer. Non, monsieur, il faut... Donc ça veut dire que pour vous, il faut on va dire, une décision qui sera historique. Oui. C'est de ça dont on est en train de parler. Et que beaucoup d'argent soit sorti des caisses, soit... Mais le dossier, est-ce que vous savez que le dossier de ce collectif de Bonapriso, Bonanjo, qui ont passé presque 6 jours sans avoir d'énergie dans la ville de Douala en pleine période de fête, est-ce que vous savez que le dossier est toujours pendant, monsieur le Poussi? Ils n'ont pas lâché l'affaire. Donc j'ai dit, il faudrait qu'à toutes les strates, on attaque. À part des collectifs, on attaque, on les encercle, monsieur le Poussi, en disant, il n'y a pas de route, voilà le collectif, vous allez venir vous expliquer, la prise en charge n'est pas bonne dans les hôpitaux, on attaque le ministère de la Santé, pas le ministre de la Santé, le ministère de la Santé. Ils vont venir se défendre, monsieur le Poussi. C'est ce qu'il faut pour que les choses changent, pour qu'on sorte de cette fausse résilience. Oui, il a tout dit. Il a tout dit vraiment. Je suis même prête à faire partie de tous les collectifs là à la fois. Parce que les routes, c'est pour nous. Donc, il est inadmissible qu'on ne nous fasse pas des routes. Vous ne faites pas des routes, vous allez nous justifier pourquoi vous n'avez pas fait de route alors qu'on a contribué avec les impôts, alors que c'est avec notre argent qu'on a payé. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai ma tante qui fait le foléré. Elle dit que le jour qu'elle a fait le foléré, c'est la même nuit qu'on a coupé et tout son foléré s'est gâté. Donc, si elle s'ajoute à la plainte, on va évaluer et on va rembourser l'argent de son foléré. Voilà. Et le nombre de jours par rapport à sa recette qu'elle avait l'habitude de faire. Voilà. Oui. Est-ce qu'elle déclarait aussi? Et les dommages et intérêts, bien sûr. Ce que ça lui aura apporté. Ouais. Non, mais moi, je suis très... Mais vous savez, les dommages et intérêts, c'est très important. Oui. Et on les calcule parfois par rapport à ce que vous perdez. Parce qu'une personne, par exemple, a peut-être perdu la vie à cause de ça. C'est sûr. Et il faut évaluer. Et c'est là où moi, c'est le comportement des magistrats que je veux voir. Oui. La maman qui fait le foléré, est-ce que le magistrat va lui dire, est-ce que ton foléré là, tu payes la patente ou tout ça? C'est là où je veux les attendre. Justement, est-ce que tu as la CNPS sur ça? Est-ce que tu paies la carte la carte de contribuable? Non. Il faut attendre. À ce moment, on va donc porter plainte aux magistrats contre les magistrats. Voilà. Ça veut dire que lui, le juge, qui rend sa décision au nom du peuple camerounais, va te dire, ah oui, comme j'ai la loi là, la loi dit que de toutes les manières, ton entreprise folérée n'est pas enregistrée comme entreprise. Où est votre carte de contribuable, le registre de commerce? Bon, s'il nous amène vers ça, on ira donc, nos enfants qui sont magistrats, on va leur dire que maintenant, l'école là n'allait plus. Ça veut dire que vous allez donc rendre quelle décision au nom de justice du peuple camerounais. Okay. Si vous voulez que quand vendant le foléré ou en vendant le bois, je dois avoir une on va s'arrêter là pour la revue des réseaux sociaux ce matin, madame, monsieur. Transition facile et tranquille pour retrouver interpellation. Ce sont les images là de Cédric Chouna et ensuite petit commentaire en plateau. Pour le progrès du Cameroun, le développement, premièrement, je me dis d'abord, il faut d'abord qu'il y ait les routes, parce que sincèrement, il n'y a pas de route. Il faut qu'il y ait d'emploi pour les jeunes, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui ont assez de diplômes, sincèrement, mais d'autres sont besquineurs, d'autres sont pousseurs, autant de choses. Si le gouvernement peut au moins essayer de créer des emplois pour essayer de les occuper, ça arrangerait pour qu'il y ait moins de dégâts, comme tout ça par rapport à notre pays. Donc, je tire vraiment... Si je peux donner mes conseils au gouvernement, c'est essayer de créer des emplois vraiment pour essayer d'occuper les jeunes. Sincèrement, les jeunes, peut-être quelqu'un qui peut avoir une licence et qui n'a pas les moyens, il a même des projets, mais il n'a pas quelqu'un qui peut sponsoriser pour réaliser ses projets, mais c'est tout un problème. Donc on a toujours besoin de l'État ou d'une personne qui peut te coacher pour devenir une personne. Toi, ça doit être une chaîne. Donc je t'aide aujourd'hui, je te finance. Toi aussi, tu peux aider un frangin qui va caler au fur et à mesure. Mais dès lors que tu n'as pas une personne qui peut te soutenir, il y a problème. Alors, en 30 secondes, on va dire un mot sur l'interpellation. C'est tellement nyanga, c'est solide et ça vous donne l'envie de la voir dans votre douche. Vous l'avez actuellement à 2500 francs, une colonne de douche de qualité supérieure. Et